Démarrage d'études du premier. Dans tous nos studios, même heure à Bernard Copé, où vous soyez, vous êtes en direct et à l'heure du journal. Depuis ce 13 juin de l'examen donnant droit au lycée, une équipe de la télévision a fait le tour du complexe scolaire islamique de Zongo. Vous aurez les détails en début de cette édition. Les rites traditionnels interdits pour la deuxième année consécutive, une décision des autorités togolaises pour contenir la propagation du coronavirus. Et puis sur le continent, l'emprisonnement de Jacob Zuma en Afrique du Sud a entraîné des violences que les autorités promettent éradiquer. C'était le titre de cette édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Démarrage du BPC sur toute l'étendue du territoire national ce 13 juillet. À l'instar des autres examens, celui-ci également se déroule dans le strict respect des mesures barrières. Une équipe de la télévision Espoir 47 a fait le tour du complexe scolaire islamique de Zongo. Voici son reportage. Démarrage ce mardi 13 juillet des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC avec la dictée questions et la science de la vie et de la terre SVT sur toute l'étendue du territoire national. Ici au complexe scolaire islamique de Zongo, tout se déroule bien dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 et comme on peut l'apercevoir, déjà à l'entrée des salles de classe, des dispositifs de lavement ont été installés. Ici, par la grâce de Dieu, nous avons bien commencé dès le matin et à pareil moment, les choses évoluent bien et nous espérons que cela va continuer dans l'après-midi et tout le long de la semaine. Incident pour le moment, non, et nous espérons qu'il n'y en aura pas. Nous avons prévu tout. On a les lave-mains en raison de pour 2 classes. Nous avons des gels et les cache-nez. On a obligé les élèves et les surveillants à porter les cache-nez. Nous avons cache-nez que le chef nous a ramené auprès des autorités au cas où un élève ou même un surveillant n'en a pas. Dans ce centre, ils sont au total une centaine de candidats à la conquête du BEPC. Ainsi, pendant 4 jours, ces candidats sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leur objectif, celui de réussir à avoir leur ticket pour le lycée. Au centre islamique Lomé Zongo, nous avons 591 candidats inscrits, dont 285 garçons et 306 filles. On voit que maintenant, à Zongo, les filles ont commencé par aller à l'école. Dans tout, on a enregistré 15 absences, dont 10 filles et 5 garçons. L'examen du BEPC marque progressivement la fin de l'année académique 2020-2021 qui s'est déroulée dans un contexte particulier dû à la Covid-19. Tout comme 2020-2021 ne connaîtra pas de fête traditionnelle, ainsi en ont décidé les autorités togolaises pour lutter efficacement contre le coronavirus. Une fois de plus, la tradition va pâtir des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation du coronavirus au Togo. Autrement, cette année, les Evala, Aïza, la fête des Ignamou, encore la prise de la pièce sacrée n'auront pas droit de citer. Ainsi en ont décidé les autorités togolaises et signifié par les ministres Payado Apopessi de l'administration territoriale, de la décentralisation du développement des territoires et Pierre Lamadoko de la culture et du tourisme. Tenant compte du contexte de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, les regroupements de personnes ont été drastiquement limités. Cette mesure demeure en vigueur. Ceci étant, les regroupements pour la célébration des fêtes traditionnelles demeurent encore interdits jusqu'à nouvel ordre, souligne la note signée des 2 ministres. Sont nommément cités dans cette note les Evala et Yakuma dans la préfecture de la Kosa, Aïzan dans la préfecture d'Izior, la prise de la pièce sacrée dans les lacs, la fête des Ignam dans plusieurs préfectures, Abouboza dans le Haro et Timbepab dans la préfecture d'Itone. En rappel, le monde est touché actuellement par le variant Delta ou indien de la Covid-19, 60 fois plus contagieux.
Le Togo est actuellement menacé par ce variant déjà présent dans la sous-région. À ce jour, le pays compte 481 cas actifs et 133 décès. Gestion durable des eaux et sols dans le canton de Lassa. C'est le nom du projet initié par l'association Initiative Action et Développement Village Togo, IADV Togo, lancé la semaine écoulée dans le canton de Lassa dans la préfecture de la Kosa. L'objectif du dit projet est de promouvoir la conservation, la restauration et la gestion durable des ressources naturelles dans le dit canton. Depuis Kara, notre correspondant dans la région de la Kara, Yva Guémon. Le canton de Lassa dispose d'un patrimoine naturel de par ses multiples fonctions biologiques, écologiques et économiques. Mais la surexploitation de ce patrimoine a conduit à la dégradation rapide des écosystèmes et à la réduction sévère des ressources naturelles disponibles. En vue de lever le défi de la sauvegarde de la biodiversité, de la dégradation des sols et de la gestion durable des eaux dans le canton de Lassa, l'association Initiative Action et Développement Village Togo, IADV Togo, a initié le projet Gestion durable des eaux et des sols dans le canton de Lassa. Le lancement officiel du projet s'est tenu vendredi dernier. Pendant la saison pluvieuse, il pleut, il y a un grand lessivage vers la plaine. Donc nous allons essayer de voir ce qu'il faut faire à ce niveau et nous allons utiliser les cordons pierreux pour empêcher le lessivage vers le bas. Nous avons aussi pensé qu'il y a trop de coupes anarchiques des arbres autour des cours d'eau et qu'il faut maintenant reconstituer ce couvert végétal. Donc il faut reboiser les berges des cours d'eau. Quand vous venez pendant la saison sèche, il n'y a pas de l'eau dans le canton, alors que pendant la saison pluvieuse, les gens fuient leur maison parce qu'il y a trop d'eau. Donc nous allons creuser des bassins pour retenir de l'eau. Ne serait que pour l'utiliser pendant la saison sèche pour une période de 2 ou 3 mois en attendant la saison pluvieuse prochaine. IADV Togo a prévu également construire des digues artisanales de retenue d'eau. Ce projet, prévu durer 18 mois, a été financé par le Fonds mondial pour l'environnement, FEM. Quelles occupations pour les élèves en période de vacances? C'est le problème auquel sont confrontés nombre de parents. Les uns les autres ont leurs petites idées pour ces vacances 2021 qui s'annoncent. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce sujet que nous propose Charity Asimti. L'année scolaire 2020-2021 tire progressivement à sa fin. Déjà, certains élèves jouissent de leurs vacances. Étant une période de repos avant la reprise de la nouvelle année académique, c'est un moment de détente et de relax qui permet aux élèves d'aider leurs parents et de mener également des différentes activités génératrices de revenus. Je vends les arachides pour aider ma mère et pendant les rentrées, je vais l'aider à payer mes fournitures avec lui. Je vends avec ma mère, je peux aller au marché pour travailler. Les vacances sont des occasions pour les parents de faire découvrir à leurs enfants des différents sites touristiques en organisant des sorties et des voyages en famille. Moi, j'ai un petit planning pour mes enfants. Pendant cette vacances, je les ai planifiés d'aller au village. Au moins faire quelque chose de 2 semaines, 3 semaines, ils découvrent les lieux touristiques. Je suis de Palimé, ils vont aux cascades, ils reviennent et après, quand il reste au moins 3 semaines avant d'aller regagner les classes, ils font les révisions, c'est-à-dire on appelle les enseignants, c'est-à-dire les répétiteurs, et on les fait des révisions avant qu'ils reprennent les classes nouveaux. À part les activités prévues par les parents, il revient aux enfants de mettre aussi au profit ces périodes de vacances pour en tirer plus d'avantages.
j'ai prévu que je vais aider ma mère à la maison pour faire les travaux domestiques. Chaque parent a des programmes déterminés pour rendre agréable ces périodes de vacances pour ses enfants. Il compte mettre tout en place pour rendre utile ces moments en inscrivant les enfants à des programmes de renforcement de capacité, des événements culturels et bien les suivre à la maison. L'orange fait partie des fruits adulés par les Togolais et pourtant une grande partie de ce fruit est importé. Comment se fait ce commerce et quelles sont les difficultés que rencontrent les commerçantes? La réponse avec Nina Maya. L'orange fait partie des fruits les plus consommés au Togo, mais la production locale est insuffisante pour la population, ce qui oblige les commerçantes à importer la plupart des oranges des pays voisins, comme le Ghana et le Bénin. Les oranges que nous vendons souvent, ça vient du Bénin ou du Ghana. On nous apporte ça, on a des clients là-bas, quand on les commande, ils nous apportent ça. Un commerce qui se fait grâce aux conducteurs qui se déplacent eux-mêmes très souvent en brousse dans les pays voisins pour acheter les oranges auprès des producteurs. Nous achetons les oranges au Bénin à Koulekame, Lalo. Ce sont dans ces zones qu'on peut trouver les oranges en abondance. Les commerçants nous contactent et on se déplace sur les lieux pour leur amener le type d'orange qu'elles ont commandé. Une fois sur la route de retour, c'est là où débutent les difficultés pour ces conducteurs quand il s'agit de payer plusieurs taxes au cours du trajet. Le trajet est long et nous dépensons beaucoup pour les taxes, surtout quand on franchit la frontière Bénin-Togo, raison pour laquelle les oranges sont vendues chères. De Irakondi à Lomé, on peut dépenser environ 30 000 francs CFA rien que pour les tasses. Comme toute activité, il y a des hauts et des bas. Les commerçantes assistent parfois à des crises de mévente et perdent une bonne partie de la marchandise pourrie. Les difficultés qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le marché. Des fois, les oranges tardent à venir. Donc, parce que ça ne vient pas du Togo, ça vient du Bénin. Donc, ça tarde à venir. Donc, on a beaucoup de difficultés à acheter. Présentement, il y a la crise, on se défend. Parfois, ça vient, on arrive à tout vendre, mais parfois, ça se gâte, on a des pertes aussi. Leur souhait à elles toutes est de disposer de vastes plantations d'orangers au Togo afin de ne plus traverser la frontière pour s'approvisionner. Hors de nos frontières, l'incarcération en Afrique du Sud de l'ancien président Jacob Zuma a entraîné des violences et pillages. Plusieurs morts sont annoncées par les autorités. Les partisans de l'ancien président réclament tout simplement sa libération. En Afrique du Sud, au 4e jour des manifestations, l'armée a été appelée en renfort alors que les violences ont déjà coûté la vie à au moins 10 personnes. La tension reste vive en Afrique du Sud en proie aux violences depuis maintenant 5 jours. Des émeutes qui ont fait déjà 32 morts selon un nouveau bilan publié mardi par les autorités. L'armée a été appelée en renfort par le président sud-africain qui a condamné l'escalade en cours. Le chemin de la voie de la violence, du pillage et de l'anarchie ne mène qu'à plus de violence et de dévastation. En plus de la souffrance, elle conduit à plus de pauvreté, de chômage et de perte de vie innocente. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que Sud-Africains. Pretoria, Johannesburg et autres, les manifestations lancées au KwaZulu-Natal contre l'incarcération de Jacob Zuma gagnent du terrain et se sont transformées en émeutes de la faim. Il est donc d'une importance vitale que nous rétablissions le calme et la stabilité dans toutes les parties du pays sans aucun délai. Le président sud-africain promet de rencontrer les leaders politiques pour trouver une issue à la crise. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle a mis en délibéré lundi son verdict concernant le recours introduit par Jacob Zuma. Aucune date n'a cependant été annoncée.
Restons sur le continent, mais cette fois-ci avec la situation de la pandémie du coronavirus. Et nous allons respectivement en Algérie, au Gabon et au Maroc. En confinement pour une durée de 7 jours. L'annonce de sa contamination a été faite par la télévision nationale algérienne dans la soirée du vendredi 9 juillet au samedi 10. D'après ce qu'a indiqué un communiqué des services de la primature, le chef du gouvernement continuera toutefois de travailler et de s'acquitter de ses missions à distance. L'Algérie connaît un rebond du taux des infections depuis quelques semaines. Les cas confirmés sont passés d'environ 200 à plus de 800 par jour. Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus au Gabon, le 24 mars dernier, seules 45 968 personnes éligibles à la vaccination se sont présentées sur les sites pour se faire injecter une dose de vaccin. Ce nombre correspond à un taux de couverture vaccinale de 2,4% selon le dernier rapport du Comité national de vaccination contre le Covid-19. Les objectifs du ministère de la Santé concernant la couverture vaccinale au Gabon sont donc encore loin d'être atteints. D'après les autorités, 26 383 personnes ont pour l'heure reçu les 2 doses recommandées. Dès ce mardi 13 juillet à 23h59, la France sera sur la liste des pays dits de catégorie B dont les voyageurs sont soumis à des restrictions sévères pour se rendre au Maroc. À ce titre, les personnes dont le schéma vaccinal est complet devront présenter leur certificat ainsi qu'un test PCR négatif réalisé moins de 48 heures avant l'entrée au Royaume. Les voyageurs n'ayant pas terminé leur schéma vaccinal ou n'étant pas vaccinés du tout devront quant à eux présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures, mais également réaliser une quarantaine contrôlée de 10 jours à réaliser dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités locales et à leurs frais. Un nouveau test PCR devra être réalisé le 9e jour pour autoriser la sortie de quarantaine. Toujours le coronavirus, mais en France, pays qui étend l'obligation de la vaccination à certaines catégories dans la lutte contre cette pandémie. Également, la passe vaccinale sera exigée pour l'accès à certains endroits et les tests PCR ne seront plus remboursés. Un ensemble de mesures prises par le président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron hésitait depuis plusieurs jours. C'est désormais décidé, le pass sanitaire va rentrer un peu plus dans notre quotidien. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Précisément ceux qui accueillent plus de 50 personnes. Si vous avez plus de 12 ans, pour vous rendre au cinéma, au musée, à un spectacle, dans un festival ou dans un parc d'attractions, il vous faudra donc présenter ce QR code qui prouve que vous êtes vacciné, immunisé ou testé négatif. Si le Parlement le vote d'ici fin juillet, ce pass sanitaire sera aussi obligatoire dès le début du mois d'août pour fréquenter restaurants, cafés, hôpitaux et transports de longue distance. Autre annonce importante du chef de l'État, la vaccination devient obligatoire pour tous les professionnels et bénévoles au contact des personnes âgées ou fragiles. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Les Français qui ont été vaccinés en janvier ou février pourront bénéficier d'une 3e dose dès septembre. Le président annonce aussi ce soir que les tests PCR seront payants à partir de cet automne, sauf bien sûr prescription médicale. Si le préfet le décide, des mesures de durcissement pourront aussi être prises dans les départements où le taux d'incidence et la pression dans les hôpitaux augmentent dangereusement. Parmi ces mesures possibles, le retour du masque en extérieur. Pour sa 8e allocution liée au Covid, Emmanuel Macron a donc tenté ce soir de faire passer un message. Pour continuer à vivre normalement, ou presque, et éviter les contraintes, la vaccination est incontournable. Revenons au plan national pour la situation de cette pandémie. On note à ce jour 14 278 cas confirmés, 8 nouveaux cas depuis hier, 13 669 cas guéris, 9 guéris depuis hier, 476 cas actifs, ce qui font donc la maladie, et 133 décès. Soyons donc prudents. On rappelle que la première dose de Pfizer continue actuellement dans les centres de vaccination. Et puis,
Sport pour clore cette édition pour annoncer en Angleterre les joueurs noirs qui sont victimes des insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite face à l'Italie en finale de l'Euro. Bukayo Saka, Sancho et Rashford sont notamment très attaqués. Après la magie de l'Euro, place au dégoût sur les réseaux sociaux. La défaite de l'Angleterre face à l'Italie en finale de la compétition ce dimanche a provoqué un déferlement de haine. Les joueurs Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été ciblés par des propos racistes anonymes à la suite de leur tir au but raté. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la Fédération anglaise de football, qui s'est dit consternée et dégoûtée par ces agissements. Les clubs d'Arsenal et de Manchester United ont adressé leur soutien à leurs joueurs respectifs, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui aussi exprimé son indignation. Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros et non d'insultes raciales sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces effroyables abus devraient avoir honte d'eux-mêmes. Une enquête a été ouverte par la police de Londres sur ces publications racistes en ligne. Ce n'est pas la première fois que des joueurs sont visés par ce phénomène en Angleterre. Un mouvement de boycott des réseaux sociaux avait notamment été lancé au début du mois de mai par la Fédération anglaise et les clubs afin d'attirer l'attention sur ces agissements. Ce fut un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau départ après ce long silence. Et comme vous le savez, les bonnes choses ont une fin, les mauvaises en ont également une. Alors soyez résilients au cours de la vie.